projet immobilier pour 2022. Comment bien préparer son projet immobilier pour 2022? Alors pourquoi on fait ça maintenant? C'est vrai que la période d'habitude du crédit immobilier, où c'est plutôt au printemps qu'on achète, c'est plutôt l'été, l'automne, c'est un peu moins l'hiver. Mais il nous a semblé néanmoins intéressant de faire ça maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de choses, on peut dire dans la presse, des choses qui bougent au 1er janvier, notamment les critères, les fameux critères HCSF, on reviendra là-dessus après. Il y a la politique des banques. Et donc, il nous semblait important de pouvoir communiquer l'information en amont pour que justement on puisse préparer son projet pour que au moment où ça se concrétise, peut-être au printemps ou dans l'été, on ait tous les arguments en main pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, pour cette présentation, je vais vous partager mon écran et puis je vais vous présenter nos deux experts, Thierry Simonin et Karine Tatangelo, qui je vais vous présenter tout de suite. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, normalement, voilà. Donc ça, c'était. Donc, avec nous aujourd'hui, donc on a Thierry. Donc Thierry, je vais te passer la parole pour que tu te présentes et que tu présentes le court team. Donc bonjour à tous, Thierry Simonin, donc installé depuis plus de 20 ans dans le Haut-Doubs, donc expérience professionnelle, employé et puis directeur d'une enseigne bancaire sur le secteur de Pontarlier et du Jura, 25 départements 25 et 39. Donc pendant plus de 15 ans en banque et ensuite ça fait plus de 6 ans et demi que je suis courtier en crédit immobilier, donc sur le secteur d'activité Pontarlier, Lac-Saint-Point, secteur frontière, Métabier et Jougne, donc jusqu'à la frontière Valorbe. Et puis également, je peux également descendre sur Besançon et puis tout le secteur du Jura également. Donc voilà, il y a une agence ensuite Courteam sur Besançon qui prend le relais. Ok, super, merci Thierry. De rien. Karine, on a commencé par les messieurs, on n'a pas été très galants. Hein. Ouais, on n'a pas été bon sur ce coup-là. Alors bonjour à tous également, donc Karine Tatangelo. Je suis basée actuellement donc sur le secteur de Anthy-sur-Léman, mais je rayonne sur tout le secteur du Chablais. Au niveau expérience, pareil, je suis dans le financement depuis presque 20 ans, avec une expérience plus dans le domaine, alors banque, mais plus spécialisé, type Crédit Immobilier de France pour l'époque, et donc dans le courtage aussi par la suite, enfin avant et après. Voilà. D'accord, ok. Et donc Ashler Manson, c'est ça depuis C'est ça. le Ashler Manson, oui, depuis le printemps. Ok, super. Donc voilà, donc cette présentation va permettre, puisqu'on a des frontaliers qui sont actifs, qui nous suivent sur Genève, mais aussi sur la partie plutôt du Jura, donc d'avoir des réponses un peu à ces questions de manière un peu transversale, enfin, sur toute la frontière. Ce webinaire va permettre d'avoir un regard qui va pouvoir vous éclairer, parce que vous verrez que l'approche n'est pas forcément identique selon si on négocie son dossier de crédit du côté de Thonon ou de dossier de Pontarlier. Tout à fait. Donc, ils ne réagissent pas tout à fait de la même façon. Voilà, alors, pour la présentation, on va voir les choses de cette manière-là. Donc, on va essayer de tabler sur 30, 35, peut-être 40 minutes. On va essayer d'être assez concis. Après, évidemment, je vous donnerai les liens avec les possibilités de vous connecter avec chacun, prendre rendez-vous ou d'échanger avec Thierry ou Karine. Donc, on va regarder dans un premier temps comment définir son budget et la faisabilité de son projet. Ça, on est plutôt ici en amont dans le processus. Donc, c'est préparer. Vraiment, l'idée, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se préparer pour que ça se passe le mieux possible. Ensuite, on verra dans un deuxième temps, au moment de la négociation du bien, comment s'assurer qu'on paye le bon prix, les engagements du compromis. On a souvent des gens qui viennent nous voir pour avoir le financement avant le compromis. On vous expliquera ce qui se passe et dans quelle mesure vous êtes engagé et quelles sont vos obligations, vos droits et vos obligations. Et puis enfin, on terminera sur, une fois que vous avez signé un compromis ou réservé un logement,
sur la négociation du financement, vous expliquera ce qu'on peut envisager comme discussion avec le banquier, que ce soit sur le taux, sur les conditions d'assurance. Est-ce que je discute avec le banquier, est-ce que je discute avec le courtier, les avantages et les inconvénients de chaque situation. Donc voilà un petit peu le programme du jour et on va tout de suite commencer par, sur déterminer votre capacité d'emprunt et calculer le montant que vous pouvez emprunter. Alors, pour calculer ce montant, on va se baser sur différents critères et le banquier va se baser sur différents critères. Et notamment, un des critères qui est devenu important, c'est les revenus, puisque en fonction des revenus, on va calculer le taux d'endettement qui a été fixé depuis, qui sera au 1er janvier inscrit comme limite à 35%. Alors, le calcul du taux d'endettement à 35%, alors déjà, comment ils réagissent les banquiers, Karine, puisque j'avais donné la parole à Thierry tout à l'heure, comment ils réagissent avec ce 35% du côté de la Haute-Savoie? Alors, pour ma part, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont mis en place déjà ces 35% d'endettement auxquels ils sont très vigilants. C'est vrai que normalement, c'est qu'à partir du 1er janvier, mais j'ai l'impression qu'ils veulent déjà bien faire prendre le pli en fait pour que tout soit en place au 1er janvier. Okay. Donc, du côté de la Haute-Savoie, compliqué de sortir un dossier en dessus de 35 aujourd'hui. Oui. Les banques, elles n'ouvrent pas forcément. Avec l'ensemble des partenaires, oui. Okay. Thierry, comment ça se passe du côté de Pontarlier? C'est pareil que Karine, ça commence à se tendre également avec les nouvelles normes qui sont arrivées. Donc, en termes d'endettement, nous, voilà, il y a beaucoup de frontaliers donc, en emprunteur. Donc, il y a le taux de change, bien entendu, qui rentre en compte. Donc, le taux d'endettement peut varier suivant les établissements bancaires. Parce que, pour ma part, je sais que sur le secteur, chaque banque ne prend pas le même taux de change également au niveau des revenus. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, ça c'est juste. Et d'ailleurs, j'ai préparé une petite slide juste après pour venir sur ce change. Ok, parce que par rapport aux 35% d'endettement, il y a encore une ou deux banques qui arrivent à déroger sur leurs clients ou ceux qui raisonnent en reste à vivre. Donc, il y a ça aussi qu'ils prennent en compte. Mais ça devient de plus en plus tendu. C'est clair qu'aujourd'hui, pour qu'on ait un maximum de chances que ça passe, il faut respecter ces 35%. Ok, d'accord. Donc, j'avais une question là de Laetitia qui me dit « Peut-on encore obtenir un prêt avec un taux d'endettement à 38%? J'ai un prêt personnel qui se termine en septembre 2022. » Alors, si le prêt se termine dans les 6 mois, à étudier, mais au-delà, ça va être compliqué quand même à l'heure actuelle. Enfin, pour le secteur Haute-Savoie. Ouais. Pareil, pour tout ce qui est crédit de moins de 6 mois, les banques ne le prennent pas en compte. Donc, l'endettement, il pourrait passer pour cette dame. Par contre, s'il se termine au-delà de 6 mois, il faudrait regarder pour faire un remboursement anticipé partiel, histoire de réduire la durée à 6 mois. Ouais. Ah oui, donc ça peut être une astuce. Voilà, s'il y a un peu d'épargne, elle peut sortir, elle fait un remboursement anticipé partiel de son crédit consommation, histoire de réduire la durée en moins de 6 mois. Et en fait, là, comme ça, la banque ne le compte pas en endettement. Et elle peut signer le compromis assez rapidement. Ben voilà, une bonne astuce. Merci Thierry de cette bonne idée. De rien. Qui permet des fois de… Parce que vous l'aurez compris, hein, maintenant, c'est vraiment un signe fort. Ce 35%, c'est la nouvelle religion des banques pour 2022. Donc, on a tout intérêt de s'y tenir. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la clé aujourd'hui, hein, on est d'accord. Hein. Après, oui. Pardon. Non, mais comme disait Christophe, je dis, on a quand même des astuces, entre guillemets, vu qu'on est spécialisé et qu'on a quand même un peu d'expérience. Parce que les gens, des fois, ils sont bloqués à ces 35% d'endettement, mais il suffit qu'il y ait un petit peu d'épargne de précaution derrière. Ou s'il y a un crédit en cours, on peut le moduler à la baisse. Il y a beaucoup de banques qui le font gratuitement également pour libérer justement de l'endettement et puis pour accéder à la propriété et refaire un nouveau financement. Donc voilà, venir voir un spécialiste par rapport à ça, c'est des idées qu'on peut soumettre aux clients, quoi. Ouais, bien vu. Après, il ne faut pas un endettement non plus à 50%, on n'est pas magicien. On est bien d'accord. Je reviens sur l'histoire du taux de change que tu as abordé, Thierry, parce que effectivement, voilà, j'avais préparé. Hop là, je suis toujours pas dans le bon sens, j'ai toujours pas compris. Voilà. J'ai préparé ce petit slide pour que vous compreniez. C'est ce qu'exprimait Thierry tout à l'heure par rapport au calcul du taux d'endettement, par rapport au taux de change. Hein, pour revenu.
donc, pour les frontaliers. Peut-être Thierry, je ne sais pas si tu veux commenter ou. Par rapport, voilà, on n'a pas nommé de banque, hein, on fait banque A, banque B. Donc, sur le secteur Pontarlier, la majorité des banques prend un taux de change à 1,10 aujourd'hui sur le calcul du salaire. Si à 13e mois, il calcule bien sur 13 mois, il redivise par 12. Donc, le 13e mois est bien intégré pour le calcul du revenu pour les frontaliers. Et puis, d'autres banques, une ou deux banques, comptent encore un taux de change à 1,15, prennent un peu de marge. Donc là, l'endettement, ça peut, sur 2 salaires frontaliers, ça peut changer un peu la donne. Donc, chaque banque a ses particularités. Moi, quand je reçois les clients sur du calcul d'enveloppe, voilà, je me base sur du 1,15 pour assurer le coût. Et suivant la banque que le client a choisi, après, on réactualise et puis je remettrai le taux de change à jour. Mais voilà, 1,10 à 1,15 chez nous, sur notre secteur. OK. Nous aussi, systématiquement, c'est 1,10 comme taux de change. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Ouais. Sachant qu'à l'heure actuelle, il est quand même bien plus bas, donc ça fait quand même une différence. Tout à fait. Donc là, j'ai voulu illustrer dans cet exemple parce qu'on a un partenaire, il y a un partenaire sur le secteur de la Haute-Savoie là, qui pratiquait un taux assez prudent. En général, c'est plutôt les acteurs nationaux qui sont plutôt prudents. Les régionaux, ils ont tendance à se coller plus à la réalité. Mais... Tout à fait. Donc, vous voyez, pour un salaire mensuel net de 4 500, la banque A, si elle prend un taux de change à 1,08, si on calcule le 35%, ça veut dire que vous pouvez prétendre à un prêt jusqu'à 365 000 euros. Par contre, si la banque B, elle prend un taux de change à 1,20, le montant maximum de prêt, c'est 320 000. Donc, ça peut remettre en cause un projet ou dans un cas comme ça. Donc, c'est pour ça que, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de discuter avec le courtier. C'est parce que lui, il a le regard un peu 360, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il a le regard sur tout ce que pratiquent les banques. Donc, en amont, comme l'a expliqué Thierry, les calculs sont plutôt avec un taux autour d'un 15 ou un 10 ou un 15 pour être prudent. Et après, on saura vous accompagner parce que si vous êtes client de la banque B, là, dans le cas présent, ça se trouve, le banquier va vous refuser votre dossier. Il va vous dire, je suis désolé, monsieur, mais c'est pas possible. On ne pourra pas obtenir le financement, même si vous êtes client. Alors qu'il y a peut-être des solutions. Donc, voilà. Donc, ça change d'un établissement bancaire à l'autre. Donc, c'est important de l'intégrer. Il y a une autre façon, il y a un autre élément qui est important pour déterminer la capacité d'emprunt, c'est si on est sur un logement neuf ou ancien. Peut-être Karine, tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors il y a une différence en fait, notamment au niveau des frais. C'est vrai que si vous achetez un logement neuf, vous pourrez bénéficier de frais de notaire réduits. Alors que sur de l'ancien, on est sur des frais un peu plus importants. Donc, c'est vrai que ça peut faire un delta, on va dire, d'environ 8 à 10 000 euros quand même sur le budget d'acquisition. Voilà. Donc, je pourrais même rajouter que sur le logement neuf, on aura peut-être l'éligibilité à des prêts à taux zéro. Exactement. Ou des prêts un peu bonifiés sur le secteur de Pontarlier. Il y a des banques qui, même si les gens ne sont pas éligibles au prêt à taux zéro avec les gros revenus, ils font quand même des prêts bonifiés pour les primo-accédants. Donc, quand c'est du neuf, il y a une capacité d'emprunt qui sera un peu plus importante que dans l'ancien, comme dit Karine. Pour le même remboursement par mois, des fois, on arrive à avoir 10-15 000 euros de plus pour la même mensualité et la même durée dans du neuf. Car voilà, frais de notaire réduits et puis prêt bonifié, qu'on n'a pas dans l'ancien. Voilà. C'est vrai que dans le neuf, vas-y, Karine. J'allais dire, dans le neuf, c'est vrai que par rapport à suivant ses revenus, on peut bénéficier effectivement, comme disait Thierry, du prêt à taux zéro. Donc ça peut être important parce que c'est vrai que suivant la ville dans laquelle on achète, en fait, il y a des montants différents et ils peuvent être assez conséquents quand même. Donc c'est intéressant. Ouais, donc ça, quand la personne qui a un projet immobilier vient vous voir, vient voir le courtier, c'est des informations qui sont communiquées. C'est-à-dire que s'il n'a pas de projet arrêté. Bien entendu, sur le calcul d'enveloppe, si le client qui est en face de moi est éligible au prêt à taux zéro, je lui fais les deux variantes. Je lui dis, voilà, vous achetez dans de l'ancien, donc c'est un logement que vous allez habiter tout de suite, vous avez telle capacité d'emprunt. Donc voilà, si vous recherchez
chercher sur le Bon Coin des agences immobilières, vous avez tel budget. Et je dis, voilà, vous êtes quand même éligible, on a un plan B dans du neuf si ça vous intéresse. Donc, achat plus construction ou alors en VFA, dans du neuf, c'est-à-dire livraison à terme, où c'est que là, je refais un deuxième calcul d'enveloppe et souvent, il y a 15-20 000 euros d'écart. Donc, le client repart toujours avec ces deux variantes-là. Après, suivant ce qu'il trouve, il vient me revoir. Ok. Alors, on va enchaîner tout de suite, et puisqu'il y a une question de Florian sur le sujet, on va tout de suite basculer sur le point suivant. La question de Florian, c'est quel montant d'apport faut-il minimum? Donc, l'apport personnel, c'était l'autre point. Vous voyez, Florian, vous avez anticipé sur notre point. Alors, il faut quoi comme apport personnel, Karine, pour envisager un financement quand on est frontalier sur la Haute-Savoie? Alors, sur la Haute-Savoie, si on est ce qu'on appelle primo-accédant, donc première acquisition, c'est vrai qu'ils vont être un peu moins, exigeants. Ils vont demander en tout cas l'apport de tous les frais, donc tout ce qui est frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier. Après, dans l'idéal, c'est vraiment d'apporter ces frais plus 10%. Mais bon, en tout cas, pour tout ce qui est primo-accédant, pour notre part, il reste quand même sur l'apport des frais uniquement. Ok, Thierry, après, pardon. Pour tout ce qui est non-résident, tout ça c'est un autre sujet et c'est un peu, il y a un apport plus conséquent qui est demandé, mais en tout cas pour tout ce qui est première acquisition, on peut encore obtenir des financements avec seulement l'apport des frais. Ok. Thierry, dans le Doubs? Nous, sur ce secteur Pontarlier, un dossier sans apport, on va dire pas que c'est mission impossible. Aujourd'hui, ça commence vraiment à être compliqué. Sur de la résidence principale, donc l'apport des frais de notaire, c'est vrai que c'est bien. Après, certains partenaires bancaires, ils raisonnent également en épargne résiduelle, c'est-à-dire ce qui reste après projet. Donc, le client, des fois, il ne faut pas qu'il soit braqué sur l'apport que des frais de notaire. J'ai fait passer dernièrement des dossiers où ils avaient que la moitié des frais de notaire en apport. Par contre, ils avaient une épargne de précaution à côté. J'ai pu faire passer le dossier. Donc, sur de la résidence principale, j'entends bien. Sur le locatif, ça devient un peu plus tendu. Il faut vraiment l'apport de tous les frais, comme dit Karine, sur le locatif secondaire. Ouais, nous, ça reste vraiment compliqué quand même s'il n'y a pas l'apport des frais. Ou alors, c'est sur des profils moins de 25 ans. Voilà, donc si je peux résumer, c'est pour être sûr, en tout cas, c'est à minima tous les frais inhérents à l'opération, c'est-à-dire frais de garantie, frais de dossier et frais de notaire. Et c'est vrai que si jamais pour un profil, des profils de primo-accédants jeunes, il y a certains banquiers qui sont ouverts et qui sont prêts à financer un petit peu plus que 100% du prix d'achat. Mais ça devient un peu plus compliqué. Puis, ça devient compliqué, mais c'est encore possible. Et puis par contre, un point que je voulais mettre, c'est au niveau des conditions de taux. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'apport personnel permet aussi l'accès aux meilleures conditions. Je ne sais pas si c'est bien le cas chez vous aussi, Thierry. Bien sûr, la qualité du dossier dépend également de la qualité du taux. Après, nous, on négocie le taux automatiquement. Si le dossier est de qualité avec l'apport de tous les frais, on arrivera à se battre pour obtenir des meilleures conditions que s'il y avait un peu moins d'apport. Ok. Karine, je pense que c'est un peu la même chose. Hein. Exactement. Ok. Donc voilà, Florian, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, déterminer la capacité d'emprunt, on peut le faire aussi par rapport aux mensualités que vous pouvez payer, parce qu'il y a ce fameux 35% qui est un critère qui est déterminant pour les banquiers, mais il y a aussi par rapport à la façon dont on vit, c'est-à-dire que si vous pouvez payer, d'après le banquier, 35% si c'est 1 500 €, mais que vous, dans votre façon de vivre, vous ne pouvez payer que 1 000, évidemment qu'on pourra adapter le montant du financement à ça. Je voulais aussi venir sur une notion qu'on n'a pas écrit ici, mais c'est ce qu'on appelle le saut de charge. Le saut de charge, c'est la différence, c'est la différence entre la charge de crédit future et le loyer actuel plus l'épargne actuelle. Donc, si aujourd'hui vous payez 1 000 € de loyer puis que vous mettez 500 € sur votre plan épargne logement, ça veut dire que vous sortez 1 500 € et que si demain vous avez un prêt de 1 400, ça ne vous changera pas votre vie. Est-ce que c'est un critère qui est encore regardé par les banquiers, Thierry? Bien sûr, le saut de charge, beaucoup de banques le regardent. Après, comme tu le disais, Christophe, il ne faut pas regarder que le loyer. Est-ce qu'il y en a qui pensent que le saut de charge, c'est le loyer
plus par rapport au futur remboursement. C'est faux parce que beaucoup de clients sont épargnants et mettent 100, 150 euros par mois par personne, par couple, ce qui fait qu'en fait, le saut de charge, les banques regardent bien le loyer actuel plus les charges, plus ce qu'ils mettent de côté. Et c'est ce qui permettra ensuite de calculer le futur remboursement pour le client. Et ensuite, on regarde la durée et on peut déterminer sa capacité d'emprunt. Okay. C'est très important. Quand il y a de l'épargne mensuelle, c'est hyper important. Ouais. On en tient compte. Ils apprécient ça. Karine, comment ça se passe? On en tient compte aussi encore en Haute-Savoie sur du saut de charge ou... Alors, pas toutes les banques, je reconnais, mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, oui, quand même, ils sont attentifs. Ils vont regarder là-dessus. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important pour préparer son dossier, puisqu'on a vu qu'on était dans la phase en amont du projet. C'est important des fois de mettre en place une capacité d'épargne, enfin une petite épargne, des fois c'est 100 euros, 200 euros, enfin en fonction de ses possibilités. Et parce que ça, c'est un gage qui va sécuriser le banquier, de voir que, en plus de votre loyer, vous payez déjà, vous mettez déjà 200 euros sur sur votre compte épargne, je sais pas, et peu importe le support d'ailleurs, mais ça montrera au banquier que aujourd'hui vous arrivez à vivre avec ça et il n'y a pas de différence entre ce que vous utilisez aujourd'hui pour votre loyer plus votre épargne et le projet futur. Voilà, donc c'est pour ça que je fais juste une parenthèse, Christophe, par rapport à ça. Plus le client vient en amont nous voir, même s'il n'a encore pas trouvé son bien, des fois, juste un simple conseil, il vient me voir, il a un loyer de 500 euros par mois, demain, il a la capacité, avec son taux d'endettement, à mettre 1000 euros par mois. S'il ne met pas l'épargne de côté, je dis au client, voilà, vous n'avez pas trouvé, c'est parfait, vous avez 3-4 mois devant vous, 6 mois devant vous, faites l'effort de mettre la différence, pas tout à fait, mais arriver aux 1000 euros que vous aurez en remboursement. Et comme ça, moi, après, au niveau des banques, on est sûr d'avoir plusieurs accords et le client choisit après. Donc, plus il vient tôt, mieux c'est. Parce qu'il y en a qui disent, tiens, le courtier, je viens le voir quand j'ai trouvé le bien. Moi, je préfère l'inverse. Quand il est en phase de recherche, c'est le top pour nous. On peut lui apporter des conseils, voilà, remboursement de prêt anticipé ou épargne de précaution à mettre. Donc, voilà. C'est sûr, ça nous permet de mieux c'est pour moi. Et c'est bien pour ça qu'on fait de la séance. Oui, Karine, pardon. Non, j'ai dit c'est vrai, c'est ce qui nous permet d'anticiper et de présenter un dossier au mieux pour négocier les meilleures conditions, justement. Ouais, et je pense que, bon, je ne vais pas remettre une couche là-dessus, mais avec ces fameux critères HCSF, il y a quand même un peu un durcissement des conditions. Donc, je pense que c'est vraiment encore plus important que par le passé de bien préparer en amont son projet et de mettre son dossier tout propre. Là, maintenant, on va voir. Bon, là, on va voir pour obtenir un accord de crédit. Je voulais évoquer aussi la situation professionnelle parce que, alors évidemment, quand on a un CDI puis qu'on est en place depuis un certain temps, ça c'est un gage il n'y a pas trop de questions à se poser. En principe, c'est ce que cherchent les banquiers. Il y a certains cas où il y a certaines situations, notamment par exemple, il y a pas mal des fois d'intérim en Suisse. Il y a des gens qui sont en intérim. Je pense dans la vallée de Joux, là par exemple. Je ne sais pas si dans le métier de l'horlogerie, je sais qu'à un moment donné, ils travaillaient beaucoup avec des intérimaires. Et je voulais savoir comment les banquiers ils appréhendent ça, Karine, l'intérim ou le. Alors sur le secteur de la Haute-Savoie, un intérimaire peut être financé. En revanche, il doit justifier de 3 années d'activité, un recul. Donc c'est quand même pas rien malgré tout. Mais en revanche, il peut être financé tout de même. Ok. Et chez toi, Thierry? Nous, pareil, contrat d'intérim. Après, il y a de l'intérim à durée indéterminée et de l'intérim intérim où c'est des contrats à la semaine. Donc, sur le deuxième cas, c'est hyper compliqué à faire passer aujourd'hui. Par contre, sur du contrat d'intérim à durée indéterminée, plus d'1 an, plus de 2 ans, on arrive à faire passer un dossier. Après, c'est clair que beaucoup de banques aiment bien avoir 3 ans d'ancienneté sur des contrats d'intérim. Ok. Minimum. Et pour le cas de personnes qui ont de frontaliers qui ont une activité indépendante sur Suisse, par exemple, quelqu'un qui est indépendant, qui a créé sa société ou qui est indépendant sur Suisse, et comment ça se passe? Quel est le regard des banquiers là aujourd'hui, Karine? Alors, c'est très compliqué, hormis tout ce qui est profession libérale, type tout ce qui touche à la médecine, tout ça. Donc là, on va pouvoir leur apporter des solutions. Après, pour toute autre activité, honnêtement, ça va être compliqué. Et on n'aura pas trop
de panel en fait de solutions à leur apporter. Ça va être ouais. Ouais, ben, chez nous, pareil que Karine, c'est très très compliqué. D'accord. Donc ça veut dire qu'un frontalier qui se pose la question s'il doit acheter son logement, vaut mieux le faire tant qu'il est salarié avant de monter son projet de boîte que Tout à de fait. faire le contraire. Hein. Exactement, exactement. Ok, ok. Un point qui est important parce que les banquiers, alors ils épluchent ça maintenant de plus en plus. Moi, je suis épaté par la façon dont ils regardent L'analyse, ça. L'analyse de vos comptes. C'est-à-dire que les banquiers, ils demandent, c'est les 3 derniers mois de relevé de compte, hein, c'est ça? c'est ça. Exactement. Voilà. Et ils les épluchent. Alors, ils les épluchent pas pour savoir ce que vous faites de vos sous, enfin, oui et non. Disons qu'ils veulent voir s'il n'y a pas d'autres crédits, s'il n'y a pas des mouvements un peu étranges. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qui peut être un frein ou un bloquant? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les relevés de compte soient bien, Thierry? Bah, pour ma part, c'est vrai que les banquiers, comme tu dis Christophe, ils épluchent de plus en plus les relevés de compte des clients. Donc après, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Les commissions d'intervention, les agios, des choses comme ça, c'est récurrent. Après, on peut l'expliquer. Des fois, il y a un découvert qui n'est pas adapté aux revenus. Donc moi, j'arrive à défendre ça. Après, si c'est vraiment récurrent sur les 3 derniers mois, je dis aux clients, voilà, mettez en pause le projet, on se revoit dans 3 mois, parce que comme tu dis, ils ne demandent que 3 derniers mois de relevé de compte. Donc, ce n'est pas parce que nous avons des agios, un dysfonctionnement temporaire sur le compte que le client ne pourra pas acheter. Il faudra juste reporter le projet. Et puis, deuxième parenthèse, c'est surtout ce qui est pari en ligne, des choses comme ça, parce qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas, Karine, sur ton secteur, mais moi, il commence vraiment à regarder également ça. Puis, Voilà, ouais, ils ça estiment que c'est un profil un peu pas dangereux, mais ouais, il faut éviter ça aussi. Ils regardent. Hein. Alors, non, nous, ils regardent pas forcément ça. Par contre, ils sont très vigilants. Par contre, sur les commissions d'intervention, ça, c'est vrai qu'ils regardent bien. Après, c'est vrai que, comme disait Thierry, ça peut s'expliquer, surtout nous, dans notre région, par rapport au fait que des fois, avec les taux, enfin, les salaires qui varient d'un compte à l'autre, c'est vrai que des fois, voilà, ça peut arriver. Mais si c'est récurrent sur les 3 derniers mois, ça va être quand même C'est bloquant. compliqué. Donc, ça veut dire que le conseil qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a eu, ou gérait pas super bien, était pas super carré avec ses comptes. Il a intérêt, donc, en amont de son projet, de faire en sorte d'être vigilant sur ses relevés de compte, d'éviter les paris en ligne et de surveiller de ne pas être en débit et quoi que ce soit. Ouais, voilà, pas dépasser le découvert autorisé. Comme ça, il n'y a pas de frais Il n'y a qui, pas d'histoire. qui Voilà, faut que ce apparaissent soit propre. Parce sur le que compte. c'est ce qu'on pourrait qualifier des relevés de compte qui soient, entre guillemets, propres. Nickel. C'est ça. Nickel. Ouais. Ok. Et puis, juste sur le change, parce qu'il y a certains frontaliers qui font du virement, bon, de plus en plus utilisent maintenant du virement électronique, des plateformes de transfert d'argent, des choses comme ça. Et par contre, il y en a encore qui font en liquide. Est-ce que là, le banquier, il va regarder ça ou... C'est quand même assez rare là actuellement nous sur le Ouais, secteur. c'est C'est quand même de plus en plus rare aussi. Ouais, donc c'est du virement. Après, il a le droit. Hein. Il y a encore comme je dis, des anciens qui aiment bien aller apporter leur salaire en espèces à leur banque. Après, on peut justifier ça avec fiche de paye à l'appui, plus relevé de compte. On voit que ça correspond. Ça, c'est pas un problème. C'est pas rédhibitoire pour un financement d'apporter son salaire en espèces. Quoi. Si c'est régulier et que c'est à la somme et que c'est justifié par bulletin de salaire et contrat de travail. Ouais. Mais quand même, depuis une année, je trouve qu'on en voit de moins en moins et que c'est vraiment plus. Ouais, bah, je pense bien que le jeu de faire par l'effet informatique. Covid a joué. Je pense Aussi. que C'est vrai. les gens, ils ne pouvaient pas rapatrier leurs sous, donc ils pouvaient plus se déplacer, donc ils ont trouvé des solutions alternatives. Bon, je pense qu'on dépassera le temps, mais je suis désolé, je vous préviens un peu en avance, mais juste, je suis en train de penser aussi à un point. C'est du coup, quand on parle de l'apport personnel, il y a des fois, c'est la famille qui fait une donation, parce que, qui donne un petit coup de main. Euh, j'ai entendu que les banques, elles demandaient maintenant enfin, dans le pays de Gex notamment, il y a une banque qui demande des déclarations de donation, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est le cas partout? Est-ce que... Alors, absolument pas sur mon secteur. Une simple attestation,
en l'occurrence, c'est les parents, une simple attestation des parents avec leur carte d'identité et le justificatif en fait du compte sur lequel ils ont l'argent. Non, ils ne demandent pas plus d'éléments que. Exactement pareil que Karine. Voilà, ça suffit aussi pour l'instant. Ok. Et puis, alors l'astuce, c'est vrai que Thierry l'a signalé tout à l'heure, mais faire valider son budget en amont par un courtier, c'est un avantage déterminant. Alors, c'est pas parce que Karine et Thierry sont courtiers, mais on va vous expliquer pourquoi. C'est déterminant, surtout dans un marché qui est tendu. Je sais pas, Thierry, vas-y. Donc oui, plus le client vient en amont, mieux c'est, parce que moi sur Pontarlier, après c'est petit, hein, c'est une petite ville, donc je connais beaucoup d'agents immobiliers, de constructeurs. Donc là, quand le client est déjà venu voir un courtier, courtime dans l'idéal, c'est quand même mieux, c'est rassurant. C'est vrai que les biens sont très très rares, le marché s'est tendu, donc dès qu'il y a un bien en vente, moi je sais que quand je passe un coup de fil au promoteur ou à l'agent immobilier ou au constructeur en disant ce client, je l'ai déjà vu 3-4 fois, je le suis, il est déjà venu, son projet il est mûri, il est préparé. Le client, ça le rassure parce qu'il va passer prioritaire sur la vente du bien, et ça rassure également le professionnel en sachant que ça passe par les mains d'un expert en prêt immobilier. Donc je le ressens beaucoup si un client en disant je vais aller voir ma banque, laissez-moi le temps. Ouais, ça va être plus compliqué d'avoir la priorité sur le bien à vendre, quoi. Alors que s'il est venu nous voir avant, ça joue en sa faveur, je pense. C'est vrai vu qu'on a pas mal de partenariats ou de connaissances en fait avec ces agents immobiliers, ça nous permet d'avoir des avantages ou des informations même en amont et qu'on peut retransmettre. Ouais. Donc, surtout dans un marché qui est tendu, hein, parce que on a avec mince, j'ai toujours pas compris, voilà, mince, pardon. Je vous quitte juste un instant parce que j'ai un client qui est là. Merci. Okay. Bon, on va poursuivre, on retrouvera Karine après, mais juste, on parle maintenant d'acheter le bien, de négocier le bien, justement. On est sur un marché qui est quand même. Il est comment le marché, justement, sur Pontarlier Il y a de moins en moins de biens à vendre et il y a de plus en plus d'acquéreurs potentiels. Donc, le marché de l'immobilier ne baisse pas sur Pontarlier. Donc, c'est pour ça que plus le client vient en amont, a préparé son projet, il pourra acheter le bien de ses rêves, entre guillemets. Donc, parce que c'est très tendu, hein. Ça reste élevé chez nous. Okay. Désolée pour cette petite interruption. Je t'en prie, Karine. Je t'en prie. Comment ça se passe le marché de l'immobilier sur la Haute-Savoie? Là, il y a beaucoup de biens encore à vendre ou il y a une forte demande? C'est comment? Alors, il y a une forte demande, certes, mais par contre, un manque de biens à la vente, ça c'est une certitude aussi. Ouais. C'est le gros problème. Et donc, d'où l'intérêt que vous compreniez bien, c'est pour les personnes qui nous suivent. Si vous avez été voir, si vous êtes nombreux à vous positionner sur un logement, le vendeur, il va avoir le choix. Et lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir vendre entre guillemets, c'est souvent déjà le prix qu'il le veut, et puis dans un délai qui soit normal. Donc un délai normal, c'est 3 mois en général pour un bien ancien, un bien existant. Et donc, si vous vous présentez avec une simulation de financement ou si la personne peut discuter avec l'agent immobilier, appelle Karine ou Thierry pour le rassurer, il va pouvoir placer votre dossier en premier parce qu'il sait que vous allez obtenir le financement. Et donc, ça vous permet de boucler l'opération parce qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que vous soyez seul sur le bien si le prix est correct. Et là, je reviens sur une histoire. On sort un peu de la partie financement ici, mais je pense que c'est important quand même. C'est peut-être une recommandation sur le prix du logement. Donc, parce que des fois, on nous dit, mais est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que j'achète pas trop cher? C'est vrai qu'il y a une forte demande, donc il y a une tension sur le marché. Moi, je recommande quand même Bon, alors, vous pouvez vous faire une idée en regardant les annonces, hein, Le Bon Coin, Se Loger, enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais tous ces sites-là. Mais vous pouvez aussi, et puis aussi faire quelques visites pour vous rendre compte de qu'est-ce que c'est un prix si vous avez un budget à 350, ben, c'est quoi un logement à 350? C'est un T3, c'est un T4, c'est un T5, je sais, voilà. Est-ce qu'il y a des travaux, pas de travaux, est-ce que je suis loin du centre-ville? Il faut que vous puissiez comprendre le marché, donc faites des visites. Et essayez au moment de la décision de
mettre des paramètres qui ne soient pas que émotionnels, même si, parce que souvent on a un effet coup de cœur, mais il faut quand même aussi réfléchir sur quels sont nos critères en amont. Est-ce que je cherche à être proche du centre? Est-ce que je cherche à être proche de l'école, presque de l'accès qui va pouvoir m'emmener au travail, etc. etc. Pour négocier le prix, en ce moment, on ne négocie pas trop, hein, c'est un peu compliqué. Malgré tout, il y a certains biens qui sont quand même, parce que les vendeurs, ils ont souvent compris que le marché il était aussi tendu, hein, et donc ils profitent un petit peu de l'effet d'aubaine, entre guillemets, qui ne ferait pas. Hein. Essayez, si vous devez négocier, déjà en démontrant votre solvabilité, donc on l'a vu en ayant vu un courtier ou votre banquier, mais si vous avez déjà une simulation de financement, une proposition, ça peut aider. Essayez de voir aussi de comprendre la situation des vendeurs. Des fois, il y a des gens qui vendent parce qu'ils se séparent, il y a des frais à payer. Des fois, il y a une notion d'urgence qui fait qu'ils sont peut-être prêts à lâcher un petit peu sur le prix. Et puis, n'hésitez pas à faire une offre si vous pensez que vous êtes bien placé. Sur un marché qui est très tendu, les biens, ils ne restent pas longtemps. Hein. Donc, il faut savoir se positionner. Et là, je viens sur l'histoire du compromis de vente parce que c'est un point qui est souvent un peu, je trouve, pas forcément très bien compris. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en amont, le courtier, on va vous déterminer une capacité d'achat par rapport aux règles et aux standards des banques de nos territoires respectifs. Hein. Vous avez vu qu'on est assez proches, mais malgré tout, il y a quand même des écarts. Donc, on vous dira, enfin, le courtier vous dira, vous pouvez acheter, mais ça ne vaut pas encore un accord définitif. L'accord définitif, pour l'avoir, il faut qu'on ait un dossier complet, dont un compromis de vente. Tout à fait. Signer un compromis, en quoi ça vous engage? Déjà, le vendeur, ça l'engage. Il ne peut plus vendre à personne. C'est-à-dire qu'il s'engage à vous vendre le bien au prix qui a été déterminé. Et vous êtes engagé à quoi? Vous êtes engagé à acheter sous réserve que vous avez un délai de 10 jours de rétractation, donc sans motif. Hein, dès que vous avez signé chez le notaire, vous pouvez vous rétracter dans les 10 jours. Et puis ensuite, vous devez monter votre dossier de financement. Et là, vous avez par contre des délais pour faire les choses. Et vu le nombre de dossiers dans les banques en ce moment, vu le nombre de collaborateurs dans les banques, il ne faut pas trop traîner pour faire sa demande de financement parce que, en gros, à partir du moment où vous avez signé le compromis, il faut 2 mois pour avoir vos offres de prêt. C'est ça, hein? Oui. L'accord de financement. Ouais, il faut avoir un accord de financement sous les 2 mois. Et là, vu les banques, comme je le disais, le nombre de dossiers et les banques, on va dire qu'il faut 3 semaines, 3 semaines pour voir un peu avec quelle banque vous allez travailler, choisir la banque, négocier le taux. Et puis ensuite, il faut obtenir le rendez-vous à la banque pour signer la demande de financement, ouvrir le compte, etc. Ensuite, la banque, elle devra se positionner, c'est-à-dire prendre sa décision, éditer les offres de prêt et vous les envoyer. Donc c'est un processus qui est plutôt assez long. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas traîner. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'à partir du moment où vous avez signé un compromis, votre engagement, il est soumis, il y a la condition suspensive que vous obteniez le financement. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas le financement, il y a tout qui s'arrête. Hein. C'est-à-dire que vous devez fournir une attestation de refus au vendeur, au notaire du vendeur, et le compromis tombe. La compte que vous avez versée vous est remboursée et chacun rentre chez soi. D'où l'intérêt pour le vendeur de s'assurer en amont que normalement, ça va matcher au niveau du financement, parce que sinon, il perd 2 mois ou 3 mois pour son bien. Tout à fait. On est d'accord avec ça? Complètement. Complètement. Hein? Donc, moi, je dirais, si le bien vous plaît vraiment, que ça remplit votre engagez-vous. Vous avez toujours après le délai pour vous rétracter si jamais. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire 15 fois, hein, parce qu'après, vous allez blacklister chez les notaires ou chez les agents immobiliers, ils ne vont plus rien vous faire visiter. Mais si vous pensez que ça remplit à 80 ou 90% ce que vous recherchez, même si vous n'êtes pas sûr du financement, normalement, si vous avez fait valider en amont, justement, vous êtes serein par rapport à ça. Exactement. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous engager. Des remarques, des commentaires, Karine, Thierry, par rapport à ça? Tout bien expliqué.
Après, au niveau des délais, c'est exactement ce que tu as dit, hein. Donc, moi, je sais que les clients qui passent par un courtier, enfin, qui viennent me voir, en termes de délai, on va plus vite quand même que si le client allait à la banque en direct, parce que nous, on est spécialisé là-dedans, on fait que ça. Donc, quand tu dis, voilà, il y a 2 mois pour fournir un accord de prêt, enfin, souvent, Karine aussi, je pense qu'on est largement dans le délai. Moi, le client, son accord de prêt bien avant les 2 mois, hein. Donc, c'est rassurant aussi pour tout le monde. Les clients sont pressés d'acheter quand ils ont le coup de cœur. Donc, si on peut faire rétrécir un peu les délais, après, les clients sont satisfaits aussi. Bah, l'avantage, c'est qu'on travaille avec des interlocuteurs avec qui on a l'habitude voilà, d'échanger. Donc, c'est ça qui fait gagner du temps aussi. Ça, il faut le savoir, voilà, qu'on ne s'adresse pas spécialement à la banque des clients. Nous, on a des interlocuteurs qui sont privilégiés. On court-circuite, comme je dis, un peu tout le monde, ce qui fait qu'on a des conditions plus avantageuses et ouais, on va vite. Oui, alors justement, c'était le point un peu 2 là, de ma présentation. Pourquoi est-il préférable de traiter avec un courtier? Bah, déjà pour ça, parce que en fait, aujourd'hui, en termes de délai, si vous faites déjà pour arriver à prendre un rendez-vous avec votre conseiller, s'il répond à vos appels téléphoniques, et voilà, donc en termes de délai. Et donc les courtiers, en général, travaillent avec des pôles ou des personnes dédiées, hein, c'est ça? Exactement. Hein. Donc, c'est des gens qui vont pas gérer le problème du distributeur ou de la dame qui a son plan épargne logement qui est échu ou qui veut commander des dollars pour partir en vacances. Voilà. Donc, ils gèrent pas ça. Ils gèrent que du crédit immobilier. Donc, c'est des gens qui sont experts, donc ça va plus vite. Et en plus, ils savent que quand on passe par un courtier, ben, vous travaillez avec combien de banques, là, les uns les autres en général? Bon, je sais que vous avez des interlocuteurs peut-être privilégiés ou des établissements avec qui vous travaillez plus, mais en général, c'est combien de banques? Bah, après, alors oui, on travaille avec plusieurs banques, un certain nombre, mais après, je dirais que 3, 4 reviennent principalement. Donc, Ouais, ok. Ouais, moi, un peu plus, un peu plus. On a des partenariats avec entre 8 et 10 banques. Et ouais, moi, je fonctionne 5, 6, 7 banques en moyenne, hein, sur Pontarlier. Voilà. Après, ça dépend des profils. C'est vrai que suivant le Tout à fait. profil, on sait que déjà, enfin voilà, celle-ci va pas y aller ou celle-ci va avoir de meilleures conditions. Donc, c'est vrai que voilà, après, c'est pour ça que je disais une moyenne. Ouais. Donc, on a passé au point 2. Donc, pourquoi est-il préférable de traiter avec le courtier? Donc, c'est déjà en termes de timing, ben, ça ira beaucoup plus vite, hein. Donc, normalement, aussi, enfin, bon, après, moi, hier, j'ai eu un téléphone d'un monsieur là, qui avait son dossier qui était bloqué depuis 2 mois, mais chez un courtier. Donc, essayez de regarder un peu les références en amont ou si vous connaissez quelqu'un. Et voilà. Donc, normalement, un courtier, ça va plutôt plus vite. Euh, et il va trouver les bons taux. Donc, ça veut dire que par rapport à votre banquier, est-ce qu'il faut interroger son banquier quand même, Thierry? Moi, je le déconseille. Moi, je préfère qu'ils viennent directement en amont. Et après, je vais bien entendu démarcher son banquier, hein, si on peut éviter de faire changer. Parce que beaucoup de clients pensent qu'un courtier fait changer de banque. Chez Courtim, c'est faux. Nous, si on peut laisser le client à sa banque, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous également. Mais après, nous, ça nous permet d'avoir la main entière et puis de faire marcher vraiment la concurrence. Voilà, en disant, je reviens vers ta banque si j'ai des conditions plus intéressantes vers un autre partenaire bancaire. Alors que s'il est déjà allé, c'est un peu plus compliqué. Après, j'arrive encore à trouver la solution, mais vaut mieux que je préfère avoir la main dès le début, c'est plus simple pour vraiment mettre en concurrence les banques. C'est sûr que c'est mieux d'avoir le client en amont. Maintenant, après, quand ils consultent leur banquier, ils se rendent compte que finalement, effectivement, en passant par nos services, ils Aussi. arrivent à obtenir de meilleures conditions. Bah, d'une part, par rapport au fait du volume, nous, qu'on apporte à la banque par année, bah, c'est vrai qu'on bénéficie donc de conditions quand même plus avantageuses. Donc, c'est vrai que des fois, le fait de quand même comparer les deux, ça peut être intéressant aussi. Ça dépend Oui, il faut bien préciser que on est très objectif et très neutre, hein, les courtiers qui font bien leur travail. C'est-à-dire que moi, je dis bien au client, c'est lui qui choisit sa banque, il n'y a pas de souci. Moi, je suis objectif par rapport à ça. Je n'ai pas à prendre parti à l'orienter vers une banque plus qu'une autre. C'est le client qui décide une fois que je lui ai démontré un peu avantage, inconvénient de chaque proposition. Ok, super. Quand on est frontalier, on a des revenus en francs suisses, on achète un bien en euros, on emprunte en euros, en francs suisses. C'est quoi vos recommandations, Karine? Ben, moi, je dirais tout dépend après l'achat s'il est sur du long terme ou du court terme, pardon.
C'est vrai qu'un frontalier, ça peut être avantageux parce qu'il rembourse dans la même monnaie que ce qu'il gagne. Après, si c'est une acquisition qui compte revendre assez vite, vu le peu de différence qu'il y a entre l'euro et le franc suisse, peut-être que je le dirigerais plus quand même sur de l'euro. Parce que, à savoir qu'il y a quand même un taux donc un change sur l'acquisition. Donc, en fait, il va devoir changer le prix d'acquisition en francs suisses lors de l'acquisition. Et s'il revend assez rapidement, rebasculer de nouveau en euros sur voilà, le franc suisse en euros. Donc, c'est Ouais, donc ça veut dire que effectivement, si on n'a pas remboursé beaucoup, c'est au bout de 3 ou 4 pas ans, 5 beaucoup ans. amorti. Et avec le taux de change qui sera pratiqué au moment de la revente, ben, du coup, ce ne sera pas forcément avantageux. Ok. Tout à fait. Thierry? Pareil que Karine, c'est vrai que moi, sur les prêts en francs suisses, on en fait encore, hein, contrairement à ce que les clients peuvent penser. Après, le jeu en vaut un peu moins la chandelle, comme je dis, que les années auparavant, parce que la différence entre le taux de prêt francs suisses et euros, c'est quand même réduit. Donc, avant, il y avait vraiment un impact. Quand je faisais les deux variantes, 100% euros, 100% francs suisses, ben, les clients disaient, oui, ça vaut vraiment le coup quand même de faire 100% francs suisses avec cette différence de taux de prêt entre les deux monnaies. Aujourd'hui, ça s'est un peu rétréci au niveau de l'écart. Après, l'euro, il faut vraiment le faire sur des jeunes qui accèdent à la propriété et qui veulent revendre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, ce n'est pas un conseil de partir sur du franc suisse, comme expliquait Karine, avec cet impact qu'il pourrait y avoir éventuellement sur le taux de change. Après, un couple, un ménage qui construit ou qui achète, et c'est leur résidence principale sur 25 ans, le prêt en franc suisse peut être une variante. Ouais, ça peut être sympa, surtout si les deux revenus des ménages sont en franc suisse. Question de Kevin. Est-ce qu'on peut faire un prêt à taux zéro et un prêt en francs suisses? Bien sûr. Est-ce qu'on peut mixer? Oui, c'est ça. Hein. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir un prêt à taux zéro et un prêt en devise? Bien sûr. Bien sûr. Il aura un remboursement sur son compte en euros, il aura un remboursement sur son compte franc suisse tous les mois. Donc, le prêt à taux zéro, il est en euros. Hein, il est pas en par francs contre, suisses. il est en euros, c'est un prêt réglementé par l'État français. Mais on peut cumuler les deux. Bien sûr. Et on peut même mixer, enfin, je ne sais pas si Karine le fait, nous, je fais pas mal de montage sur les clients qui sont hésitants, un peu réticents sur le franc suisse, il y a un peu peur, on peut faire du 1 tiers, 2 tiers, moitié-moitié, euro, franc suisse. Ça se fait également pour répondre à Kevin. Alors, il n'y a pas que le prêt à taux zéro qu'on peut faire en euros. Ça se fait, mais par contre, nous, pour notre part, sur le secteur, là, j'ai plus qu'un seul partenaire qui le pratique. Après, c'est soit l'un ou l'autre. D'accord. Ok, on parle un peu d'assurance emprunteur, puisque c'est un sujet aussi où il y a pas mal d'actualité, puisque le législateur permet maintenant de choisir son assurance emprunteur. On peut le prendre à différents moments. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça, Karine, hein, d'assurance de prêt? C'est plutôt le banquier qui le fait? Vous proposez des assurances extérieures? Alors, ça reste quand même, dans la majeure partie des cas, le banquier qui le propose. Après, bien souvent, nous, en tant que courtier, quand même, on fait un comparatif avec d'autres assureurs qu'on peut mettre en concurrence pour obtenir en fait des conditions tarifaires à ce niveau-là. Avec le banquier. Donc le banquier, il s'aligne sur les conditions. Pour bénéficier en fait des garanties quand même de la banque. Et pour simplifier surtout au niveau des délais aussi après, au niveau de la finalisation du dossier pour débloquer les fonds. Ok. Thierry, ça se passe comment Exactement pareil. Moi, les assurances sont souvent faites, c'est les contrats de groupe auprès des banques. En fait, voilà, on raisonne en coût total du crédit. Donc, après, le banquier aime bien faire l'assurance chez lui. Donc, après, en contrepartie, voilà, il fait des conditions, des remises sur les assurances et des remises sur le taux également. Donc, généralement, quand on compare avec une autre assurance, ouais, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais voilà, si on obtient des bonnes conditions, on obtient des remises d'assurance auprès des banques. Donc, voilà. Donc, on peut négocier. La législation permet de prendre son assurance auprès de la banque ou d'une autre compagnie. Mais on voit aujourd'hui, de ce que j'entends, c'est qu'on voit que les banques, elles s'adaptent et puis soit elles baissent un petit peu plus leur taux, soit elles baissent leurs conditions d'assurance pour proposer le package. Donc, simplement, il faut jouer. Ce que vous faites, c'est que vous jouez avec les conditions extérieures, vous le ramenez et on arrive à négocier ça. À garantie équivalente, bien entendu. Après, les banquiers regardent quand même les garanties. Si jamais on propose un contrat externe, voilà, il faut que les garanties soient équivalentes. Donc ça, c'est notre boulot aussi d'analyser ça. Ok.
Par contre, juste pour ajouter, suivant l'âge des emprunteurs, c'est vrai que ça peut malgré tout être intéressant quand même de regarder les tarifs chez un autre assureur par rapport au banquier qui a moins de marge de manœuvre. Ok. S'il est plus âgé. Ok. On arrive au bout. Je pense qu'on a à peu près fait le tour hein, de ce qu'on avait à voir. Bah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais si c'est le cas, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que à l'issue de ce webinaire, je vous renverrai un lien donc, vers le site monto.com où vous avez un simulateur qui vous permet de faire des simulations en euros et en CHF. On vous mettra aussi à disposition la liste des documents qu'il faut pour un dossier de crédit, donc ça vous permettra d'avoir tout ça. On pourrait aussi télécharger le guide du crédit immobilier spécial frontalier. Donc, vous verrez, il y a plein d'informations qu'on a mis qui reprennent un peu ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Un petit quiz sur la devise pour vous aider dans tout ça. Et puis, enfin, pour terminer, je vous mettrai les contacts avec Karine et Thierry si vous voulez rentrer en relation avec eux, soit leurs coordonnées téléphoniques, soit vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne avec eux pour les rencontrer, pour aller discuter de votre projet. Voilà, Karine, Thierry, je vous remercie pour ces informations. Je pense qu'on a couvert de manière assez large le domaine. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, merci de votre écoute. Et s'il y a des questions, pas hésiter à les poser par les liens qui sont communiqués. Exactement. Pareil, nos agences sont ouvertes pour tout renseignement, qui n'hésitent pas. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite, je vous remercie déjà pour votre écoute et puis je souhaite à tout le monde de passer de bonnes fêtes et puis nous, on est à votre écoute pour vos projets immobiliers pour 2022. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.